Salut, nous c'est Dana et Stéphane du blog Le Monde de Tikal. Et aujourd'hui on va vous parler de notre voyage à travers les Amériques avec notre van Tikal qui est juste là derrière. Et avec laquelle on est parti pendant une première fois 1 an, une deuxième fois pendant 6 mois. Et on va vous parler particulièrement d'un projet qui nous tient à cœur, qu'on a fait pendant les 6 derniers mois. Qui est un projet de documentaire qui s'appelle Wild ou Sauvage et qu'on a du coup réalisé entre la Californie et l'Alaska et qui va parler de la biodiversité et la préservation des écosystèmes en allant à la rencontre d'associations qui travaillent sur place et qui œuvrent pour la protection de la nature. Donc voilà, on vous embarque. Bon visionnage. Du coup, on est parti pendant ces 6 mois avec très peu de contacts au départ, avec vraiment l'envie de rencontrer tous ces gens, mais c'est très compliqué quand on n'a pas de nom là-dedans et quand on débute, parce qu'on n'était pas très assuré non plus de réussir là-dedans, et du coup, on essayait voilà, de trouver des contacts comme on pouvait, et on a toqué aux portes et on a rencontré des associations dans les différents écosystèmes qu'on a traversés entre la Californie et l'Alaska. Et on a interviewé souvent des personnes qui étaient dans les membres de la direction de ces associations. Et on a réussi en fait à avoir 6 associations qui ont bien voulu participer à notre projet et qui, du coup, représentent le désert, la forêt, les espaces un peu mixtes en Californie, les grands espaces en Oregon, l'Alaska, que ce soit l'Alaska espace arctique ou l'Alaska du Sud avec les fjords, etc. Et du coup, on est maintenant en train de monter tout ça. C'est un sacré boulot, mais c'est quelque chose qu'on porte avec beaucoup de passion et qu'on espère pouvoir partager rapidement, sachant que le but était de donner une vision positive en fait et de montrer que c'est il y a beaucoup de personnes qui œuvrent au quotidien et que c'est accessible à tous d'agir un tout petit peu pour faire sa part et protéger la biodiversité. Et notre idée étant de ramener l'humain là-dedans et de dire que non, il y a les associations qui œuvrent et puis il y a nous qui sommes des gens lambda et qui vont aussi aider. Et voilà, donc c'était l'idée de partager la beauté en fait de ces paysages. Et du coup, maintenant, on est dans le montage. Alors, on a préparé des petites images, mais je ne sais pas si on peut vous montrer. En gros, on partage, enfin, je ne sais pas si vous voyez nos réseaux. Bref, on partage un peu les images qu'on a faites pendant ces 6 mois, avec une grosse partie de photographie parce que les rushs, on les garde pour le documentaire, et avec une grosse dominante d'animaux sauvages. Donc, peut-être on peut essayer à un moment de vous partager un écran qu'on a avec. C'est lui l'informatique. Genre ça. Forcément, on a 2 écrans, ça s'affiche sur le mauvais, c'est plus simple. Et du coup, oui, on a profité de ces 6 mois un maximum et on a réussi à faire tout ce qu'on voulait jusqu'à ce que la vie en van nous rattrape. Puisque la vie en van, en fait, c'était notre quotidien, mais c'était devenu un petit peu accessoire pour ce projet. Et en fait, à la fin, heureusement, c'est arrivé à la fin, on a eu une très grosse panne sur le camion dans le Montana. Donc voilà, c'est pas l'état dans lequel on se disait qu'on allait passer beaucoup de temps. On a passé 3 semaines à essayer de le réparer et à essayer de faire en sorte qu'il puisse repartir, mais en fait, il n'est pas reparti, mais nous, on a dû repartir. Du coup, on l'a laissé là-bas, il lui manque la pompe à injection. Il n'est pas tout à fait... il n'est pas prêt de repartir tout de suite sur les routes, mais l'idée, c'est d'y retourner et de continuer ce projet par la suite, probablement oui,
probablement en Amérique du Sud ou enfin, on va voir. L'idée est de continuer ce projet, sachant que ce documentaire sauvage, on a envie de le diffuser au plus grand nombre, c'est l'objectif. On a envie de pouvoir le partager avec un maximum de personnes. On a envie aussi de pouvoir le diffuser sur des festivals nature et voyage. Et on a aussi eu une proposition d'association quand on était là-bas qui nous disait mais du coup vous allez revenir pour le diffuser dans chacune des associations que vous avez rencontrées. Et ça a fait un petit peu tilt dans nos têtes en fait. Donc voilà, c'est aussi une possibilité qu'on a quand on va retourner là-bas, avec l'envie de... Bon, en fait, il y a des territoires aux États-Unis, parce que les États-Unis sont un gros coup de cœur pour nous, et c'est vraiment un pays qu'on a adoré la première fois quand on y est allé, et qu'on avait forcément envie de redécouvrir différemment avec ce documentaire, et c'est pour ça qu'on est retourné là-bas. Et c'est un coup de cœur pour nous, donc pourquoi pas refaire cette tournée de documentaires là-bas et retourner, pourquoi pas, même en Alaska. Si Tikal, au hasard. Bon, on est en plein débat encore, mais Steph se dit que ça serait pas mal qu'on continue le projet jusqu'à Ushuaia. Donc, voilà. Enfin, bon, de toute façon, on ne sait pas trop quand ça pourra se faire, mais voilà, parce qu'en fait, pour revenir sur les aspects un petit peu administratifs, on a envoyé le camion du coup en 2016, pardon. 2015, on l'a acheté en France. Enfin, on l'a acheté. Bref, on l'a acheté, ça a été une petite galère, mais après, on l'a envoyé en 2016 en Roro, donc avec la compagnie Seabridge. Sachant qu'en fait, au départ, pour revenir à l'origine du truc, notre projet de panaméricaine s'est construit sur une alternative. Donc, c'était soit la panaméricaine, soit la route de la soie. Ça doit parler à certains d'entre vous. Et on garde toujours la route de la soie dans notre tête, et on a encore plus envie, maintenant qu'on a eu des images en live de tous ces beaux paysages, on a encore plus envie de la faire. Mais la panaméricaine s'est un peu imposée parce qu'il n'y avait pas de carnet de douane. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi les États-Unis et pas de visa particulier pour aucun des pays qui étaient traversés. Et c'est pour ça qu'on s'est projeté d'abord dans ce voyage au départ. Et du coup, on a envoyé le camion là-bas. Et le camion est resté là-bas, dans un petit flou artistique, il y a encore. C'est comme il est arrivé à Halifax, il y a une petite... on ne sait pas très bien, en fait, combien de temps il a le droit de rester en Amérique du Nord. Donc, en gros, on va le récupérer là-bas. Et puis, l'idée, c'est de continuer la route. C'était au départ pas... On ne savait pas qu'on passerait autant de temps dans ces territoires, mais qu'on y retournerait juste dans le Nord pour faire le documentaire. Ouais. Il y a aussi un autre facteur, c'est que le camion, on l'a aménagé nous-mêmes, donc il n'est pas aux normes VAS, puis c'est une carte grise fourgon. Ouais. Et ça demanderait beaucoup de boulot de le mettre aux normes, de le faire repasser aux mines, etc. Donc c'est possible qu'il reste hors de France. Donc ça nous ferait un peu notre résidence secondaire, on va dire. Donc qui reste aux États-Unis dans des stockages quand on rentre. Enfin, ça fait 2 fois qu'on le laisse là-bas pendant plusieurs mois. Là, il y est en ce moment. Dans un stockage, en fait, qui est... ça se développe un petit peu en France, mais là-bas, c'est très développé parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent comme ça, ou qui ont des bateaux, ou qui ont des gros RV, et qui, du coup, utilisent ces stockages-là pour mettre en hivernage, en fait, leur véhicule. Et du coup, on a trouvé dans le Montana, comme c'est un peu le trou du cul des États-Unis, là, on est tombé en panne, on a trouvé un truc pas trop cher. Et du coup, on l'a laissé là-bas, mais c'est vraiment une solution qui nous a semblé la plus simple. Et du coup, on n'a payé qu'un aller en Roro avec Seabridge. L'idée étant, parce que forcément, à un moment, faudra, si on peut, et si les circonstances nous permettent de continuer le voyage, on va le continuer. Et à un moment, on arrivera
on ne sait pas quand, mais en Amérique du Sud. Et du coup, comme disait Steph, l'idée, c'est pas de ramener le camion s'il roule jusque-là, c'est pas de le ramener en France, mais probablement de lui faire traverser l'Atlantique tout droit, donc aller en Afrique du Sud. Donc voilà, en fait, ouais, on se voit bien vivre comme ça et faire des documentaires, sachant que pour nous, ça donne aussi un sens à notre quotidien. On rencontre des gens très passionnés, on rencontre des gens qui sont très motivés, qui font de très belles choses. Donc, c'est très inspirant et très enthousiasmant de rencontrer tous ces gens. Et puis après, de faire le montage et de partager tout ça, on espère que ça le sera aussi pour vous, si ça vous dit de regarder notre documentaire, pour toutes les personnes que ça intéresse et qui aiment la nature sauvage et qui ont envie de découvrir tout ça à travers notre regard, parce que l'idée aussi, c'était qu'on n'est pas des journalistes de la BBC et on n'a pas le matériel, on n'a pas l'équipe, on n'a pas le budget. On est parti faire ce documentaire comme le premier voyage sur nos économies. On n'a pas de sponsor, on n'a pas demandé à être sponsorisé, on n'a pas demandé à avoir de partenariat financier parce qu'on ne voulait pas en fait être redevable de quelque chose et on ne voulait pas s'engager sur un résultat final sans savoir ce qu'on était capable de produire. Donc l'idée était de garder toute la liberté pour faire ce qu'on voulait et puis aussi peut-être un peu ce qu'on pouvait. Du coup, on a tout fait sur nos économies, ce qui nous a aussi amené à réfléchir encore une fois, sur notre mode de vie. Ça nous a bien fait réfléchir ce mode de vie en van, mais l'idée, et c'est ce qu'on est en train de construire depuis quelques temps et depuis déjà le premier retour de notre premier voyage, c'est de construire notre vie nomade en fait, et de vivre sur la route comme probablement beaucoup d'entre vous ont envie de le faire ou le font déjà. Et du coup, quitter pour ma part ma profession d'avocate qui ne me parle pas du tout, pour faire d'autres choses et travailler sur la route, soit à distance, soit travailler sur des projets comme ce documentaire et pourquoi pas pour les prochains, essayer d'avoir un budget de prod, d'avoir un peu de sous qui nous permettent de ne pas piocher dans des économies qu'on n'a plus. Donc voilà, ou d'essayer de pouvoir vivre de ça. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, du moins du documentaire. Dans l'idéal, après y avoir plutôt bien réfléchi, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir vraiment une vie à mi-temps entre un stop sédentaire et voyager avec le camion. En fait, ouais, mais mi-temps, c'est... Pas mi-temps, enfin un mi-temps annuel, on va dire. Mais dans l'idée, d'avoir 6 mois de l'année à voyager tout en travaillant, ouais. Et 6 mois de l'année plus sédentaire pour pouvoir travailler sur des projets qui demandent à être sur place. La photo, par exemple, ça peut être pas mal. Ouais. Et puis faire le montage, c'est vrai que pour nous, faire le montage du documentaire en étant sédentaire, c'est quand même un grand... on se rend compte que c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir les ordinateurs, d'avoir plusieurs ordinateurs, d'avoir un grand écran qui est branché, d'avoir du matériel qui est... Puis de se dédier à ça et pas de devoir rouler, chercher des endroits où dormir. Ouais. Ça laisserait peu de temps pour bosser dessus. C'est possible, mais... Ouais. On avait essayé... Après, moi, je suis pas... Le 6 mois, je suis en train de me dire non, pas 6 mois, ça va pas. Non, en gros, partager notre vie nomade, partager notre vie entre vie nomade et vie sédentaire, pas forcément 6 mois, mais bon, être libre de décider quand est-ce qu'on veut être nomade et quand est-ce qu'on a besoin d'être sédentaire pour nos projets professionnels, pour nos familles, etc. Et du coup, pouvoir continuer ce mode de vie, sachant que du coup, pour nous, ça nous a tellement imprégné cette envie de nomadisme que du coup, Tikal est resté aux États-Unis, mais quand on est rentré en France, on a racheté un van qui est un T3 qui s'appelle Carl. Parce que nous, on aime bien, j'imagine qu'à peu près tout le monde appelle son van, mais voilà. Donc, on a Carl maintenant qui est en train de se préparer pour parcourir les routes d'Europe.
qui aurait dû être sur les routes de France en ce moment. Et du coup, l'idée est aussi de, de continuer sur les routes européennes et de faire d'autres choses aussi en alternant. Je pense que ce qui va nous manquer à un moment, c'est le temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire, mais voilà, l'envie est là et ce documentaire et ce projet qu'on a mené en Amérique, on le voit bien aussi Se décliner dans voilà, se d'autres décliner versions, maintenant. à d'autres endroits. Ouais, Et on aimerait beaucoup le faire en France aussi, pour ouais, faire des comparaisons avec ce qui se fait, ce qui est intéressant. Enfin, les associations étaient pas mal demandeuses d'avoir les points de vue d'autres associations, voir s'ils faisaient les choses différemment ou pas. Et du coup, ça serait super intéressant, maintenant qu'on connaît presque mieux les associations de préservation de la nature aux États-Unis ou au Canada, d'avoir voilà, comment on fait nous en France et de pouvoir comparer ça et puis de décliner encore dans d'autres pays en Europe, de faire ouais. un tour d'Europe voilà, de sauvages, la suite. Et puis, Sauvage, il y a l'Europe, il y a l'Asie, ouais. il y a l'Afrique. Enfin, bon, bref. Ça serait quelque chose qui nous brancherait pas mal. Parce que globalement, ça nous plaît. C'était pas notre métier au départ, mais là, ça nous plaît pas mal. Ouais, et puis après, on est autodidacte. Moi, en photo, ça fait longtemps qu'on fait de la photographie tous les deux et c'est quelque chose qu'on a appris sans prendre de cours, mais ça fait un bout de temps. Après, la vidéo, ça nécessite quand même des techniques différentes et on est autodidacte tous les deux. Alors, bah, on apprend, on fait quelques erreurs, beaucoup, et puis on progresse et on espère que le documentaire sera à la hauteur du message qu'on a envie de transmettre. Mais on sait que c'est perfectible et qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. On espère que vous ne les verrez pas trop. Mais... Et du coup, oui, l'idée voilà, d'ajouter cette corde à notre arc qui est de faire ce documentaire et le décliner, et pourquoi pas faire d'autres vidéos aussi par la suite sous différents formats et développer aussi une activité qui nous permette de faire un mix en fait de la photographie, de Steph est développeur web et de tout ça. C'est quelque chose qui va à terme nous permettre, on espère, de vivre sur la route, puisque c'est des activités qui n'ont pas besoin d'être ancrées dans un lieu particulier quand on est freelance et qui vont nous permettre, on espère, de financer ce mode de vie et aussi voilà, notre envie de partager le sauvage avec plein d'autres gens. Donc c'est un peu le projet qu'on a eu de documentaire qui à la fois vient d'une inspiration de changement de vie et qui entraîne beaucoup d'autres changements dans notre quotidien parce que du coup on a quitté Paris et cette envie de nature est devenue tellement grande on a grandi en région parisienne et on a passé notre vie en région parisienne, mais c'était devenu très compliqué pour nous d'être enfermés alors que on a beau vivre dans un petit van pendant toute l'année, quand on est en voyage, on a quand même un très grand jardin et d'être revenu dans la vie parisienne après le premier voyage, puis là en septembre dernier quand on est rentré et d'avoir dû se réenfermer pour un temps dans des tout petits espaces, mais sans jardin, sans vue. Enfin, si, toujours la même, quoi. Et tout ça, ça nous a donné envie de bouger. Donc, on s'est installé en Ardèche. On a un plus grand jardin, il y a de la verdure. Et puis, ça sera probablement notre point de ralliement quand on sera sédentaire, l'Ardèche. Donc voilà, c'est là où on incarne pour l'instant. Et c'est là qu'on va partir quand on pourra partir. Comme sur les routes comme tout le monde. Donc voilà, on attend. On fait chauffer le moteur. Enfin, pas trop, mais voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. On va vous dire, on a probablement oublié plein de choses, mais après, c'est en fonction de ce qui vous intéresse, vous, de savoir le côté administratif de l'envoi du camion, le côté administratif, nous, est-ce que d'un point de vue de la santé, comment on a fait là-bas et sachant qu'on a eu des petites péripéties au niveau de la santé là-bas pendant notre grosse galère de panne. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, on peut partager avec vous pour vous donner du moins ce qu'on a
voilà, nos choix et partager avec vous nos choix de ce point de vue-là ou côté passeport. Sachant que oui, juste côté passeport, on disait tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de visa pour traverser de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud quand on a un passeport français. C'est vrai, étant donné que il ne faut pas dépasser une certaine période. En gros, selon les pays, il y a des périodes limitées sans visa. Et là, pour ce projet sauvage qu'on a fait, on a du coup fait une demande de visa pour pouvoir passer 6 mois aux États-Unis, alors que normalement, avec l'ESTA et l'exemption de visa, on ne peut passer que 90 jours. Donc, on a fait une demande de visa touristique, B2 pour passer ce temps. Valable 10 ans, voilà. pour pouvoir passer 6 mois maximum par an. Ce qui nous allait mieux. 6 mois, 3 mois, c'était trop short. On l'avait fait la première fois et États-Unis, Canada, c'est un peu léger, 3 mois. À notre rythme. Et alors là, d'autant plus en rencontrant les assassins. Ouais, du coup, voilà. Enfin, si vous avez, dites-nous quels sont les aspects qui vous intéressent et on peut vous donner au moins notre. J'arrive pour les questions. J'arrive pour les questions. Allez. Ouais. Il y a eu un petit bug, mais j'arrive pour les questions. Donc, il y en a eu pas mal sur le chat. Je vais vous les poser. Lucie est en train de me les envoyer. Si vous voulez consulter le chat aussi, il y a plein de compliments sur on a vu etc. Il y a plein de gentils mots. Donc, moi, je vais aller ouvrir mes questions et je lance ça tout de suite. Ouais. On peut peut-être déjà avoir plus d'infos sur l'envoi du van. Ouais. Donc, on est passé par la compagnie Seabridge, qui est une compagnie allemande, qui est quasi la seule à exercer sur la route Anvers, donc de Belgique à Halifax, qui est à l'est du Canada. Donc, on a fait ça en août 2016. Ouais. Il faut réserver à l'avance, mais pas tant que ça. Non, c'était quelques mois à l'époque et je pense que c'est toujours comme ça. C'est 4 mois, 3-4 mois. Toujours ça. 2-3 mois à l'avance, ça suffit. On paye rien jusqu'à ce qu'on récupère le camion. On envoie le camion. Qu'on laisse le camion. On a payé en Belgique ou on a payé au Canada? On a payé au Canada, je crois. Non. Bref, il faut payer un moment. Parce que nous, quand on a fait la démarche, dès qu'il part, en fait, on commence à payer. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Donc, une fois qu'on le laisse, on paye. Oui, voilà, on réserve pas. Enfin, quand on réserve, on paye pas à l'avance. Donc, si on annule, on paye pas. Non. Et du coup, le prix a été calculé en fonction en RORO. Alors, RORO, c'est roll-on, roll-off. Donc, l'idée de amener le camion. Un gros ferry. On dépose le camion au port et du personnel du port fait rouler le camion ou le van. Il va le carrer dans le bateau. Qui est une différence avec le container, où le camion est directement mis dans un container qui est scellé, fermé, posé sur le bateau et auquel on ne peut pas avoir accès pendant toute la traversée. On récupère le container à l'arrivée et on l'ouvre et on récupère du coup le van. En RORO, le camion est laissé juste garé à l'intérieur du bateau. Et c'est le choix qu'on a fait parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Ouais, c'est lié surtout aux dimensions du camion. Et pour nous, ce qui a été critique, c'est la hauteur. Parce que quand on dépasse, je ne sais plus combien c'est 2,80 je crois, un container. Je sais plus, un truc comme ça. Ça va être quelque chose comme ça. Ouais. Donc, dès qu'on dépasse 2,80, c'est mort. Alors, nous, on était largement au-dessus. Le Tikal, c'est un 4x4, donc il est haut sur pattes et il avait en plus la galerie. Les caisses au-dessus. Donc on n'avait pas trop le choix et on a fait le RORO et on avait payé à l'époque sur le volume 2100 €. Donc c'est pas un gros véhicule et c'était en 2016. Il n'est pas long du tout, il fait 5 mètres. Donc c'est surtout la longueur du camion qui va jouer. Donc ils font à peu près tous la même largeur. La hauteur n'est pas prise en compte dans les RORO, vu que la hauteur elle est là, quoi qu'il arrive, on ne peut pas en tasser. Et donc c'est surtout la longueur qui va jouer. Donc un gros camping-car long sera nettement plus cher qu'un petit van. Ou un petit genre un T3, ça ne coûte pas très cher.
enfin moins Ok. cher. Donc là, vous avez répondu à la question de Mathieu et Charlotte, normalement. Vous l'avez pris comme ça, de but en blanc. Ok. C'est ça, ok. Ouais. Ok. Donc là, on va passer à celle de Corentin. Alors, comment avez-vous organisé la transition sédentaire, travail-facture vers la vie nomade? Comment vous êtes organisé en fait? Est-ce qu'il y avait des économies? Est-ce que vous êtes parti du jour au lendemain? Comment vous avez procédé pour passer à la vie nomade? Le premier voyage, c'était juste des économies. C'était comme on va faire notre tour du monde, on fait des économies pendant des années et on part pendant un an et on profite et on rentre et on continue de travailler, quoi. Donc c'était ça. On n'a pas travaillé sur la route. On a créé le blog juste surtout pour donner des contacts aux familles, tout simplement. Ouais. Donc c'était juste alimenter ça pour les familles, etc. Au départ. Au départ. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui sont venus nous suivre en plus qu'on ne connaissait pas. Qui ont demandé des infos spécifiques, ça a amené des articles, etc. Ouais, Ça s'est souvent, ça développé transforme comme ça, de toute façon. Ouais. Ouais, on ne s'y attend pas. Souvent, c'est on part d'économie et si on voit que ça marche, eh ben, on continue dans cette lancée-là. C'est vrai que c'est souvent ça. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou on passe à la suivante? Donc c'était alors non, ça c'était les juste le économies. premier voyage sur les économies et notre vie nomade en gros de freelance en fait on l'a construite au retour de ce premier voyage mais vraiment petit à petit parce qu'il a fallu qu'on n'avait plus d'économie donc il a fallu qu'on reprenne un travail fixe et on a construit ce projet sauvage pour repartir et c'est vraiment en réalité au retour de ce voyage-là qu'on avait tous les deux notre statut de freelance, d'auto-entrepreneur. Donc, au retour du premier voyage, on était convaincus qu'il fallait qu'on change de voie et on s'est reconvertis chacun de notre côté pour chercher des boulots qui nous permettent de travailler sur la route. Ouais, le voyage vous a poussé à faire autre chose. C'est ça. Donc, moi, c'est j'étais souvent plus ça. technicien. Ok. Enfin bref, j'ai fait du développement web. Dana, qui était beaucoup avocate, a fait un peu de juridique, mais pour tester, ça ne faisait pas. Et du coup, elle s'est plus dirigée après vers la photo et la rédaction web. Ouais. Donc, vous ne regrettez pas le changement? Pas du tout. Pas du tout. Et donc là, on construisait notre activité. On commençait à avoir une activité qui nous permette d'envisager de partir et de vivre sur la route avant le confinement. Bon, là, ça a mis un petit holà à tout ça, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs pour les activités pro. Mais on compte bien, on va pas en démordre, on va continuer là-dessus. Et l'idée étant quand même de pouvoir être autonome et vivre sur la route tout en travaillant. Travaillant à distance avec des clients français, même si on est à l'étranger. Ok, voilà. Super. Alors, question suivante d'Adrien. Là, c'est plus sur le documentaire en lui-même. La version originale du documentaire, elle est en anglais ou en français? Ou elle sera en anglais ou en français? Les deux. Les deux. Ouais, alors. Les interviews sont en anglais, du coup, c'est que des Américains. Donc en anglais, sous-titré, et il y aura une voix off qu'on va faire en français. Donc il y aura une version en français et sous-titré français. Non. Pour les interviews. Et on va faire quand même une version sous-titrée anglais pour les passages en français. Oui, voilà. Qui pourra être diffusée du coup aux États-Unis. Ce serait dommage, il y en a pas mal qui nous ont demandé. Vous allez rendre ça. En gros, c'est qu'on puisse le diffuser là-bas, quoi. Ok. Vous allez rendre ça le plus compréhensible possible pour le plus de personnes possible. Voilà. On dit que c'est dommage de pas, sachant qu'il y a des gens qui demandaient, que ce soit visible des deux côtés de l'Atlantique, ça serait quand même. Mais ça sera deux versions différentes dans le sens où dans la version française, ce sera juste l'anglais qui sera sous-titré en français, et dans la version américaine, l'inverse. On va pas mettre des sous-titres, on va pas doubler, on va pas mettre de sous-titres. C'est inutile pour le public, quoi. Voilà. Super. Alors, question suivante de Loïc. Au-delà du calendrier, est-ce que vous prévoyez de publier un livre photo? Parce que c'est vrai que vos photos, elles sont superbes. Donc, est-ce que vous prévoyez un petit livre ou pas du tout? Oui. On aimerait, ouais. C'est dans nos milliards de projets. On aimerait faire un livre photo de ce projet de documentaire, de ce documentaire qui est plus qu'un projet maintenant. Mais ouais,
Ouais, c'est dans notre tête et on essaye On a les de. photos déjà. Déjà, on a quelques photos, genre 40 000. Et ouais, 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 c'est dans un. ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissement parce qu'on veut pas. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est pas juste un livre photo, on aimerait raconter une histoire. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, mais à un moment, je pense qu'il faut qu'on arrête de dormir pour tout faire. Ouais, ça va être ça. Ouais, il faut avoir Voilà. deux vies. En tout cas, Loïc est content de la réponse. Il a mis un gros yé avec un Ouais. smiley. Donc, il attend le livre avec impatience. Même s'il sort dans 5 ans, il pense que ça sera un des premiers acheteurs. D'accord. Euh, Merci, Loïc. ensuite, question suivante de Charlotte. Alors là, c'est une question sur le véhicule. Alors, quel type de camion ou de 4x4 avez-vous? Je pense qu'il y avait des infos sur le modèle, en fait, pour peut-être se Ouais. projeter sur dans quoi vous vivez et voyager. Ouais. Alors, on le voit. Non, on voit pas très On bien. le Mais voit attends, pas. peut-être on a des photos. Attends, regarde. Je vais l'approcher. Le voilà. Voilà, question suivante. Non. Alors, c'est un Iveco Daily 4x4. C'est un 4010W. C'est un fourgon 4 roues motrices d'origine de chez Iveco qui. Alors maintenant, De toute façon, on va juste essayer sur le blog, vous le présentez plus en détail, Ouais, le un véhicule. peu plus en détail. Alors, on va juste essayer de faire un petit. Il est où? Et après, si tu n'as pas toutes les infos, tu pourras les écrire sur le chat ouais. si tu as un Ouais, ouais, visuel. ouais. Non, Parce que mais c'est laisse vrai tomber. qu'après, Ouais, ouais. les détails techniques, Ben, c'est dur à divulguer les détails techniques pour tout connaître. mais en gros, Donc en l'idée, gros, c'est c'était. un Iveco 4x4. Ouais. Voilà, c'est un Nous, Iveco on 4. voulait partir avec un van, mais on voulait aussi qu'il soit 4x4 et on voulait qu'il ne nous coûte pas un rein. Donc, ça faisait beaucoup de critères. On aurait bien aimé avoir un Sprinter 4x4, mais il y avait un critère qui n'était pas compatible, c'était le fait qu'il ne coûte pas un rein. Donc, on a décidé de partir sur. Enfin, on a trouvé cette Iveco Daily qui est de 98, donc c'est pas un modèle récent, mais ça nous allait très bien parce que du coup, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique dedans, du coup, normalement, c'est facile à Ouais, l'idée c'était que ce réparer. soit réparable par n'importe qui, dans n'importe quel pays du monde. Si. Oui, oui. Qu'ils prennent un peu. C'est un diesel, hein, c'est un turbo diesel, qu'ils prennent n'importe quel gasoil, même les plus pourris du fin fond d'Amérique du Sud, et Ouais. qu'il y ait suffisamment pour 2 personnes pour s'installer dedans, sans plus. Donc c'est pas très grand, il est haut sur pattes, mais il n'y a pas énormément de place dedans. On est grands tous les deux, donc on tient presque debout. Moi, je trouve. Toi, tu tiens debout, moi presque. Je suis plus grand. Et Ok. bah voilà. Donc, C'est pas un choix qu'on regrette. non, pas du tout. Après, on nous demande est-ce que le 4x4 c'est indispensable pour faire l'Amérique du Nord? Pas du tout. C'est pas du tout indispensable. Nous, c'est un choix qu'on a fait. On s'en est servi du 4x4 parce qu'on l'avait. Après, ce qui est parfois enfin, pas plus intéressant, mais ce qui est parfois tout aussi intéressant, on va dire, c'est d'avoir une bonne garde au sol. Et ça sauve dans beaucoup de situations, même sans 4x4, juste d'avoir une bonne garde au sol, ça sauve. De rehausser un peu le véhicule, Voilà. ou d'avoir un véhicule assez haut, comme les Ouais. T3, c'est pas mal. Et puis des pneus tout terrain, ça peut être bien. Ça peut être bien. Après, les véhicules européens sont toujours plus maniables que les gros RV qu'ils ont certains, où c'est impossible de tourner à angle droit parce que c'est énorme. Enfin bon, voilà. Nos véhicules européens sont toujours plus maniables et sont beaucoup plus adaptés pour l'Amérique centrale, surtout parce que les petites ruelles au Mexique, au Guatemala, c'est différent des États-Unis et c'est aussi un choix qu'on a fait en fait. La question se posait au départ, est-ce qu'on achète sur place en Amérique ou est-ce qu'on achète ici et qu'on envoie? Et en pesant le pour et le contre et l'idée d'avoir son propre véhicule qu'on aménage soi-même, qu'on connaît en amont, qu'on bichonne, qu'on appréhende et qu'on adopte à l'avance, pour nous, c'était primordial. Et on a fait ce choix-là tout en sachant que c'est un choix qui n'a pas que des avantages parce que par exemple quand on est tombé en panne
en août dernier. C'est un modèle, enfin Iveco, c'est une marque qui n'existe en Amérique qu'à partir du Costa Rica. Du coup, on est tombé en panne aux États-Unis et on s'est retrouvé un peu coincé parce que personne ne voulait mettre le nez dedans et parce que, enfin très peu de monde et parce qu'il n'y a pas les pièces, donc il a fallu commander des pièces en Europe. On s'est retrouvé dans des situations voilà un peu délicates, mais c'est un choix qu'on avait fait et c'est un des avantages qu'il y avait. Mais après, c'est lié à l'Amérique du Nord. Parce que globalement, voilà, Iveco est présent en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, mais pas en Amérique du Nord. Voilà. C'est pas comme si on avait passé tout notre temps en Amérique du Nord. Voilà. Super. Et Charlotte avait une autre question. Elle veut plus d'infos sur le système de stockage en fait. Quand vous laissez le véhicule aux États-Unis, comment ça se passe concrètement? Alors, tout bêtement, en fait, il faut avoir une assurance, demander la preuve de l'assurance. Il y en a qui demandent des assurances. Ouais. Et il faut une assurance américaine qu'il faut avoir de toute façon pour rouler aux États-Unis avec un véhicule européen. Oui. Et du coup, le stockage, c'est juste, en fait, c'est des grands… Alors, ça va du truc le plus basique, qui a un grand parking avec un stockage extérieur, au truc… Clôturé, surveillé. Clôturé et surveillé. Au truc le plus luxueux, qui est un parking intérieur individuel avec… chauffé avec vérification de l'hygrométrie. Enfin, bon, des trucs il faut hyper… branche aussi les batteries en permanence. Ouais, si c'est un état où il fait froid, il branche la batterie pour pas que la batterie soit abîmée. C'est en fonction du budget qu'on a. Nous, on n'avait pas de budget, donc on l'a mis dehors. Et en gros, c'est en fait en fonction de l'état et c'est en fonction du lieu dans lequel on se trouve. La première fois, on l'avait laissé vers Las Vegas. On avait payé dans les $40 par mois, ce qui était vraiment pas cher pour le coup parce qu'on avait négocié, on avait payé une année à l'avance. Il nous avait fait une ristourne, mais il était toujours en extérieur, donc pendant un an et demi. Dans le désert du Nevada. Ouais. Donc, ça allait mieux parce que c'était sec et pas du tout… Enfin, pas de grosse… Pas de problème d'humidité. Voilà. Des problèmes de soleil un peu violents qui crament tout ce qui touche. Et cette fois, on l'a laissé dans le Montana dehors. Et ce qui est un peu différent, c'est que du coup, il a dû se prendre de la neige cet hiver. Donc, il y a différentes… voilà, là, il y aura de l'humidité. Il y a peut-être des souris qui sont… On verra, on ne sait pas encore. Ouais, donc le stockage, en fait, c'est hyper simple. Si on a une assurance, on leur demande s'ils acceptent. On a entendu dire que certains n'acceptaient pas forcément des véhicules qui étaient trop anciens. Alors nous, on n'a pas eu ce problème. Et je pense que ça joue pour les véhicules américains. Ouais. Souvent, ils demandent pour les véhicules américains. Quand ils connaissent les véhicules, il y en a qui veulent qu'ils soient moins de 10 ans ou moins de 15 ans. Et de toute façon, vu qu'ils ne connaissent pas, soit ils acceptent, soit ils refusent. Personne n'a refusé. Non, personne n'a refusé. Et même le fait qu'il soit plaqué encore en France, ça n'a pas posé de difficulté. Donc, on l'a laissé et on espère le retrouver. Et on a pris, ce qu'on avait fait pour la première fois, on avait pris pour 6 mois ou 1 an. Et après, pas à distance, on peut prolonger ce qu'on a fait la première fois et ce qu'on va faire là aussi. De prolonger quelques mois en payant sur le site par carte bleue à distance. Ouais. Ok, super. Alors ensuite, il y a Anna. Alors Anna, ces 2 premières questions, vous y avez répondu pendant la conférence, mais la dernière, vous avez fait un petit peu d'Alaska. Hein. Ah oui, beaucoup. Et donc elle demande comment ça se passe la vie en van dans le grand froid de l'Alaska. Pour avoir le grand froid, il faut y aller en hiver. Et nous, on n'a pas encore fait ça. C'est le problème. Ouais, c'est bien pour ça qu'on a envie d'y retourner. Non, on n'a pas connu l'Alaska en hiver et on n'a pas connu l'Alaska quand il fait très froid. Parce que l'été, en fait, il fait très chaud. C'est assez continental, donc du coup, l'été, il peut faire très chaud. À Fairbanks, on a eu des 30 degrés cet été. Ouais, cet été, quand on était avec Eric et Johanna, on a eu très très chaud et il y avait des incendies à cause de la chaleur. Et c'est vraiment on s'imagine pas comme ça, on savait pas en fait qu'il faisait… il y avait ces températures-là, mais vraiment à Fairbanks, il faisait dans les 30 degrés et c'est assez au nord quand même. Donc, d'ailleurs, pour le premier voyage, l'endroit où on a eu le plus froid dans le camion, c'était au Mexique. Ouais, dans les montagnes au Mexique. Ouais. Et du coup,
nous, on avait pensé notre isolation un peu dans cette perspective-là, mais on ne tablait pas tout sur l'isolation non plus. Il est isolé, mais Il est bien isolé. il est bien isolé. Mais si tu vas en Alaska en plein hiver, je pense qu'il n'est pas assez isolé. Rien n'est assez isolé, quoi qu'il arrive. Pour avoir moins 40, c'est pas… Après, on avait prévu un chauffage, on a un petit chauffage au propane qui est monté, qui fonctionne. On l'a jamais lancé une seule fois. Non, donc on n'a pas eu besoin. Voilà, même on a eu des -10 en Alaska et on n'a même pas mis le chauffage. L'isolation est quand même assez pas mal. Et après, on a une grosse couette en plume d'hiver et ça aussi, c'est pas mal aussi. On a 2 couettes, une grosse couette d'hiver et une plus petite pour l'été. Ouais. Pour les pays qu'on avait à traverser, c'est pas mal du tout. Puis, c'est un espace qui se réchauffe vite aussi. Donc on fait un café matin. C'est pas très grand. Voilà. Super. Alors, question suivante de Maggie. Alors, à part le calendrier, y a-t-il un autre moyen pour vous de vous soutenir sur votre projet? Est-ce que vous avez des projets de cagnotte, de Tipeee, etc. créés pour l'instant? Pas pour le moment. Pas pour l'instant. C'est un truc auquel on a pensé, mais on aime bien donner quelque chose en échange. Si on nous donne des sous, on a envie de donner quelque chose en échange. Donc, l'idée des calendriers au départ, c'était un peu ça. Après, on réfléchit un petit peu à ce qu'on pourrait… essayer de mettre en vente des photos sur le site de temps en temps. Après, il faut qu'on ait aussi des choses. On a des marque-pages en vente, mais on aimerait varier un petit peu le scope et faire des choses accessibles à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mûrir. Mais pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Il y a nos marque-pages. Oui, il y a nos marque-pages. Ok, super. Donc après, question suivante de Modus Vivendi. Alors, vous qui avez vécu les 2 expériences de road trip, sac à dos et van, dans quel cas le lien social est-il plus facile? Est-ce que le fait d'avoir un camion, ça vous met plus dans une bulle en fait? Ça vous coupe un peu plus du monde? Ouais, clairement. Ouais. Le fait de ne pas prendre les transports en commun, déjà, ça enlève une partie du… Et puis de ne pas dormir aussi dans les guest houses, de ne pas dormir dans les auberges de jeunesse, tout ça, ça enlève quelque chose et ça oblige aussi à avoir une autre démarche par rapport aux voisins, par rapport aux populations locales et ça amène à ce qu'on soit plus actif en fait. Parce qu'on est 2 et déjà, je pense que pour les gens, c'est plus difficile à casser, quoi. On a une bulle, on a un camion, c'est vrai, comme c'est posé dans la question, ça fait vraiment bulle. Donc, c'est un cocon que les autres doivent un peu casser pour aller à l'intérieur. Et c'est à nous de… Après, comme en sac à dos, le fait d'être 2, ça… Oui. Voilà, ça empêche un peu les gens de venir nous voir. Je pense que quand tu es tout seul dans ton camion, tu as des contacts plus faciles aussi. Oui. Après, c'est à nous c'est ce qu'on a fait. On a rencontré plein de gens sur place et on a fait de jolies rencontres parce que ça attise aussi la curiosité en fait. Un camion, mais qu'est-ce que c'est que ce camion? Il est trop bien. Surtout là-bas, oui. Surtout là-bas et certains aiment beaucoup les 4x4, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où? Oh là là, vous l'avez envoyé comment? Donc voilà, pour engager la conversation, c'est assez simple. Et c'est à nous aussi d'aller vers les gens et Et après, le fait d'être en camion, il y a d'autres aspects qu'on ne rencontre pas quand on est en sac à dos. Plus la vie quotidienne, même des gens sur place, leurs déplacements, aller faire ses courses dans les mêmes endroits. Enfin, c'est… Je sais pas, plus l'impression d'habiter là-bas quand tu es avec ton véhicule. Enfin, le fait de… Je sais pas comment dire. C'est deux… Je sais pas. D'accord. Ok, super. Alors, question suivante. Elodie. Il y a une question sur la santé. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Ah oui, il y avait une question sur la santé? Ouais. Je l'ai peut-être suivi. Charlotte. Ouais, elle était dans le chat. Ah, dans le chat. Alors, une question sur la santé. Alors, où est-elle celle-là?
juste au-dessus en fait de l'expérience sac à dos. Charles. Ah oui, vouliez-vous aborder tout à l'heure l'aspect santé à l'étranger? Mhm. Ah, allez-y, ça je vous laisse. Niveau santé, comment ça s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, ouais. Alors, ben, pour être franc, au départ, avant le premier voyage, c'est un truc sur lequel on a beaucoup hésité à se dire est-ce qu'on prend une assurance santé? Franchement, on n'est jamais malade en France. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser, je sais pas, c'était 1000 euros pour même plus de 1000 euros pour 13 mois. C'est Bref. un des gros Chacun, budgets, quoi. chacun. Donc, c'était un gros budget et on a beaucoup hésité en fait à faire cette démarche. Et finalement, on a pris une assurance santé pour 13 mois et Ouais, ouais. du coup, on l'a prise, mais on ne l'a pas utilisée parce que heureusement, il ne nous est rien arrivé. Mais clairement, ouais, si on a pris l'assurance santé aussi et pas utilisé les assurances de carte bleue, etc., c'est essentiellement pour les États-Unis, Canada, où là, tout le monde nous a dit qu'il faut absolument prendre une assurance santé parce que c'est des frais qui sont tellement énormes qu'on peut tenter dans d'autres pays de gérer sur ses frais, etc. Mais là, passer une nuit à l'hôpital aux États-Unis, ça peut ruiner complètement le voyage. Ouais. Et puis sur la durée aussi, sachant que les assurances carte bleue, c'est 3 mois. Nous, on partait sur 13 mois. C'était c'était compliqué de tout gérer. Du coup, on a fait le choix de prendre une assurance santé. Et au premier voyage, on est parti avec Chapka. Et on a eu du coup un partenariat sur le second voyage qui est avec Chapka aussi. Et cette fois, on a utilisé l'assurance santé. Et ouais. Et on s'est dit, ouais, c'est bien d'avoir une assurance santé. Parce que pendant qu'on était en panne dans le Montana et qu'on enchaînait les galères, je me suis coupé le doigt assez violemment. Donc, on a dû aller aux urgences. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais voilà. Dans le doute, avec mon bout de doigt en moins, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on est allé aux urgences et on a reçu la facture. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont juste mis une crème antiseptique. Mais, voilà. Et on a reçu la facture, il y en avait pour 900 euros. Ils n'ont rien fait. Donc, je me dis, s'ils ont des choses à faire, voilà, il vaut mieux avoir une assurance santé. C'est quelque chose d'assez important de se sentir couvert et c'est partir serein parce que ça peut ruiner. Aux États-Unis, Canada, ça peut ruiner, pas juste le voyage, ça peut ruiner la vie en fait. Ouais. Ok, super. Donc, question suivante d'Elodie. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'humidité dans le van durant les voyages? Oui, la première fois, on a eu des problèmes d'humidité. Après, c'était pas lié au van lui-même, je pense. C'est lié au fait circonstances particulières qu'on était en Amérique centrale en pleine saison des pluies. Et là-bas, l'humidité, ça rigole pas, quoi. Donc, il pleut quasi tout le temps, il fait humide tout le temps, il fait une chaleur incroyable en permanence. Ouais. Et donc là, oui, on a eu des problèmes d'humidité où il faisait humide partout, donc y compris dans le van. Sauf que sur les portes, sur les portes des placards, etc., qui sont rouges en l'occurrence, il commençait à avoir de la moisissure blanche qui se mettait un peu partout. Voilà, donc il s'enlevait en nettoyant, mais ça s'enlevait juste avec une éponge, mais on a senti quelques jours ça revenait, et tout était humide partout, mais c'était lié. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui résiste à ça, quoi. Puis on n'avait pas une bonne ventilation à l'époque dans le camion, on avait, c'était pas mal, si quand même. Bon, il y a les mais là tu peux rien et faire. Tout, mais ouais. Mais depuis on a changé, on a mis un lanterneau avec avec extracteur avec d'air. un extracteur d'air et ça c'est vraiment. Ouais, ça sauve la vie, quoi. Pour la chaleur, c'est juste mortel, quoi. Je pense pour l'humidité aussi. Oui, du coup, ça fait circuler l'air et ça fait un courant d'air instantanément, c'est trop bien. On a eu des moments au Costa Rica où on se disait mais c'est pas possible. C'est quoi ce taux d'hygrométrie là? C'est hallucinant et en effet, ouais, il est très très humide. Ok. Ensuite, question de Aurore alors. Quelle isolation avez-vous fait pour le van en Amérique et quelle isolation pour le van en Europe? Est-ce qu'il y a eu un changement d'isolation ou ça a toujours été la même? Ça a toujours été la même. Quand on a acheté Tikal, on a fait l'isolation. En pensant à l'Alaska, c'est tout de suite, on pense à l'Alaska, on pense très froid. On a fait une isolation assez importante. On ne voulait pas trop perdre en épaisseur quand même, mais suffisamment pour que ça soit efficace.
C'était en 2015, hein, je précise, parce que nos choix auraient peut-être été différents maintenant. 2015, ouais, je sais pas. Si. Ouais, je sais pas. Enfin, on aurait eu plus de choix et on aurait envisagé les choses différemment. On avait refait sur les couches de peinture déjà de la carrosserie, il y a une couche qui est une peinture anti-condensation. Je ne sais pas si ça sert, parce que du coup, on ne peut pas trop savoir si ça sert. Ouais. Par-dessus, on a mis une petite couche ça doit être 2 ou 5 mm de liège, ouais. Donc du vraiment fin qui épouse les formes, et on en a mis partout, donc tout à l'arrière, même dans la cabine, pour isoler un peu le bruit du moteur qui est très très présent sur ça les Iveco. Isolation phonique et thermique. Et thermique en même temps. Et pour continuer à l'arrière, donc on a posé des tasseaux, on a laissé une lame d'air de 2 cm, je crois, donc 2 cm d'air après le liège, avec des tasseaux sur lesquels on a posé du multicouche, donc l'isolant mince, de truc genre 21 couches, quoi, avec derrière 2 cm d'air et du contreplaqué pour finir l'isolation. Donc c'est assez mince le tout, mais bon, ça commence à être pas mal quand même. Et globalement, ça marche franchement pas mal, quoi. Pour le froid et même pour le chaud, on peut se faire des grasses mat quand on est en plein soleil jusqu'à une certaine mesure, mais ça passe encore. Ok. Alors ça c'est pour pour Tikal en Amérique. Et pour Karl ici, en fait Karl on l'a acheté déjà aménagé, c'est un Westphalia d'origine. Donc il y a une isolation de ce que j'ai vu, il y a un peu de multicouche. Mais il y a beaucoup de vitres. C'est pas aussi poussé et de toute façon il est vitré de partout, donc faut pas s'attendre à une isolation de tout. Donc, on va tabler sur le fait qu'on n'aura pas froid. Ou une grosse couette. Et la grosse couette, ça marche pas mal quand même. Ouais, super, ok. Bah, toutes les questions ont été posées. Caro et Fred, vous pouvez nous rejoindre pour remercier les participants et les conférenciers, si vous voulez, pour faire un petit coucou, les co-organisateurs du Van Life Fest. Plus aussi, je pense qu'elle va montrer sa petite tête. Voilà. Ouais, merci pour votre conférence qui était hyper cool. Question. Merci aux participants aussi d'avoir posé des questions. Super. Et est-ce que tu veux ouvrir les micros quelques minutes pour faire une petite ou pas? Ok. Alors, on va tenter un truc. Tout le monde va pouvoir ouvrir les micros. Luce va ouvrir le micro et les vidéos. Ceux qui veulent se faire un petit coucou. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va tester 2-3 minutes. Et pour dire un mot, si quelqu'un veut dire un petit mot. Et puis ensuite, on passera à la conférence suivante. Et voilà, tout simplement. Encore merci à Dana STF. À bientôt. Nous avons écouté. Merci. C'était stressant, mais on espère que vous avez aimé. Ouais, restez tous là dans le cas quand même. Donc, Luc, on te laisse ouvrir. Vous voulez dire un petit mot, vous pouvez ouvrir votre micro en bas à gauche. Ah, ceux qui veulent dire un petit mot. Ça doit Je sais pas si quelqu'un veut parler. Peut-être que personne ne veut parler. Oui, je peux parler. Je peux parler, si ça vous dit. Ah, oui, donc, si quelqu'un veut parler en vidéo avec son petit micro, faire un petit coucou ou dire quelque chose, il peut le faire. Il faut juste activer le micro en bas à gauche. Sinon, c'est pas grave. Sinon, si personne ne veut parler, c'est pas grave. On enchaînera avec la suite. J'adore ce que vous faites. Bravo. Ah, merci, monsieur. Salut, Philippe. Merci, c'est gentil. Salut, les amis. Tu vas bien? Ouais, ça va super. Attends, je vais activer la vidéo. Voilà. La bonne tête de vainqueur du mec du matin. Tu vois. Eh ben, c'est regarde, j'ai enclenché le mouvement. Il y a Loïc aussi qui vient d'apparaître. Ouais, bravo. Alors, Loïc, vas-y, Loïc. Salut, Loïc. Salut. Ça va bien, Loïc et Marie, en forme? Ouais, nickel. Tranquille, tranquille. Vous voulez faire un petit coucou? Vous avez quelque chose à dire, un message à passer, une cagnotte à créer? C'est le seul moment. Alors, je suis pas trop cagnotte, mais par contre, on attend le livre avec impatience, clairement, et continuer comme ça. Et Sauvage aussi, Sauvage. Ah, merci. Ouais, merci. Ouais, il y a une bande-annonce qui arrive très très vite. Ouais, elle était prête. top.
Eh ben, on partagera ça avec plaisir. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Caro et Fred, les co-organisateurs. Et on voit Romain aussi. On a beaucoup Ah, il y a parlé. Romain? On attend Romain aussi. Non, Caro et Fred, rien à dire? Ah, vous passez bientôt, vous êtes en préparation, c'est pour ça. On va que parler après, les autres, on a Ah, vous faites que parler, donc pour l'instant, vous. Il y a Romain et Amandine. Ah, Romain et Amandine, alors, à votre tour. Oh, Mayardine. Ah, les enfants. Ah, on n'entend qu'une voix. Bonjour les enfants, vous avez Père Noël. On avait fait. Ok. Pas de vidéo? On a eu du son? C'est bloqué. On Ouais, dirait. c'est- Si, on les voit, ça bug un peu. Ah, ça bug un peu, moi je ne vois pas. C'est trop long peut-être. Ah, les aléas du. On est que Direct, deux. direct. C'est ça. Ouais, ça déconne un petit peu quand tout le monde se met à parler en fait. Quand tout le Ah, monde ils se sont met à là. parler, en fait, ça lag. Ça lag même les voix. D'accord. Ouais, là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on a fait. Je les laisse parler. Ah, ça y est, allez voir. Salut les copains. Ouais, ça bug un peu. Bon, on va arrêter les micros et les vidéos, ça marche pas. Ça marche pas. On aura tenté, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc on recoupe ça et on va enchaîner avec la conférence suivante tout de suite, même si on a un petit peu d'avance. Truc à Danaïs. Non, on commence à 11h30. Ah non, alors on a un petit quart d'heure quartier libre. Ah, La technique m'a dit qu'il y a un petit quart d'heure quartier libre, donc tout le monde peut aller boire un thé, prendre un cookie, faire pipi ou autre chose. On se retrouve dans un quart d'heure pour la conférence Et suivante. merci Lana Estelle, c'était trop Et cool. encore Merci, Anaïs. merci beaucoup. merci à vous. Nous, on prévoit Voilà. d'aller visiter l'Amérique bientôt. Enfin, on espère. Un jour. Un jour. Et franchement, ça nous fait rêver. Quoi. Ouais, grave. Alaska et tout aussi. Voilà. Hmm. Merci. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, dans un quart d'heure. Ok. Salut tout le monde. Salut. Salut. Merci. Salut. De rien. Encore merci à vous. Pub.